Marie Blanc, Manuel Malen, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Connecteur pour ces 3e rencontres audacieuses que nous organisons. Comme son nom l'indique, ce sont des rencontres où l'objectif est de parler d'audace. Mais avant d'aborder ce sujet, Marie, tu es directrice générale des Thermes de Bagnères, une société qui s'appelle la Semetherm. Oui. Emmanuel, tu es cofondateur de la société Courbet, qui est le premier joaillier écologique de la place Vendôme. Absolument. Étonnant comme titre. Président ou le premier joaillier, Premier joaillier écologique. de la place. Oui, il y en a d'autres Non. sur la place Vendôme? Sur la place Vendôme, non. Ça facilite pour être premier. Déjà, oui. C'est le fait d'être seul permet d'être premier assez facilement. Non, oui, l'idée était un petit peu de venir dans cette place Vendôme qui est quand même le sacro-saint des joailliers dans le monde, et de venir un petit peu disrupter tout ça, ou bousculer un petit peu cet univers un peu feutré. Marie, donc l'audace, il en a fallu, je pense, quand tu es arrivé à Bagnères, pour prendre cette institution qui était les Thermes de Bagnères. Et qu'est-ce que signifie ce terme audace pour toi? Alors déjà, merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique que je découvre. C'est vraiment un très bel endroit. Alors l'audace, ça veut dire beaucoup de choses, et je pense que chacun peut en avoir sa définition. Il peut y avoir plusieurs ça. Dans tous les cas, c'est l'idée de découvrir des univers jusqu'alors inexplorés. Et pour moi, ça a été le cas puisque je venais de l'industrie. Et donc le thermalisme, c'était vraiment toute autre chose. Les grands thermes de Bagnères de Bigorre, effectivement, c'est une institution, puisque l'activité thermale remonte au siècle Ier, du temps des Romains. Donc c'est toujours l'image du thermalisme, c'est un petit côté poussiéreux, un petit côté vieille dame. Donc voilà, il a fallu essayer de dynamiser cette image, de la rajeunir. Mais comment on passe alors en fait de l'industrie à la santé en quelque sorte, sachant que quand on parle de thermes, souvent on pense à la santé, c'est vrai, mais on pense aussi au loisir. Oui. Alors comment on passe de l'un à l'autre? Et est-ce que le loisir est une réalité? Je dirais que ce sont les opportunités de la vie. On mène une carrière dans un univers qu'on connaît et puis on a envie de voir autre chose. Moi, ça s'est produit, j'avais une 40aine d'années. Je pense qu'au-delà de l'industrie où on est vraiment dans des visions économiques, des réalisations techniques, évidemment le dépassement de soi, mais quelque part, il manque un peu la dimension humaine. Et c'est certainement ce que j'ai été chercher dans le thermalisme. Manuel, tu travailles sur un sujet qui s'appelle les diamants de laboratoire. Tu as modifié un marché en faisant ça. Qu'est-ce qui a été audacieux pour toi de rentrer dans cette activité? Parce que tu ne faisais pas ça avant. Non, je ne faisais pas ça, mais je trouve que l'audace est quand même très très forte de ce côté-là aussi, en me disant je change complètement de milieu et de vie. Moi, j'ai toujours été dans ce milieu-là, donc quelque part, c'était pas un changement radical de métier. L'audace a été de venir présenter ce diamant de laboratoire, et on en parlera. En gros, le diamant de laboratoire, c'est le génie humain qui reproduit la magie de la nature, d'accord ? Le diamant, c'est du carbone. Si tu remets le carbone dans les mêmes conditions qu'il y a des millions d'années sous terre, tu obtiens la même chose dans un laboratoire sans avoir les mines de diamants qui sont d'un désastre écologique. Et donc l'idée peut-être importante, c'était de venir apporter ça en plein milieu de la place Vendôme, qui est un endroit, une fois de plus, très traditionnel, très feutré, très calfeutré parfois, j'ai envie de dire presque, un peu secret, et venir juste secouer tout ça en disant, écoutez, oui, on peut faire de la joaillerie, mais on peut faire aussi de la joaillerie en respectant un certain nombre de codes qui aujourd'hui sont juste essentiels dans la vie de tous les jours et dans la vie de beaucoup de gens. L'écologie, on voit tous, les rapports du GIEC, toutes ces choses-là disent que, attention, on va dans le mur. Voilà, donc nous, à notre petite échelle, et dans le milieu, et certes, on n'est pas en train d'opérer à cœur ouvert, on n'est pas en train de changer le monde, etc. Mais dans ce qu'on savait faire, pouvoir apporter cet élément-là, tout simplement. C'est quand même, pour l'un et l'autre, affronter un univers qui est potentiellement différent pour ce qui te concerne, et affronter une concurrence, pour toi, Manuel, qui est forcément pas très positive quand elle te voit arriver. Oui, elle est pas très positive, mais c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu notre faute. C'est-à-dire que quelque part, quand on parle d'un diamant écologique, tu stigmatises forcément l'autre qui ne l'est pas. Et donc c'est dans ce sens-là où ils vont être un peu choqués. Après, c'est la réalité, tout simplement. Et donc il faut le dire, il faut le faire. La difficulté, en l'occurrence, quand tu vas faire une marque et une marque de luxe écologique, tu es obligé de faire des compromis, soit sur la qualité, soit sur l'esthétique des produits. Là, on a de l'or recyclé, des diamants. On a la même chose. Et en fait, c'est là que c'est troublant. C'est qu'on arrive à proposer exactement la même chose. Et c'est ce qui peut-être les embête ou les gêne. Et nous, quand on vient à Place Vendôme, on ne vient pas en train de tout chambouler. On dit à Place Vendôme, il y a des choses fantastiques. Des choses fantastiques de la Place Vendôme, c'est la création, la créativité, le savoir-faire de l'artisanat.
toutes ces choses-là, on les respecte. Par contre, on va vous le présenter avec des matériaux un petit peu différents, mais qui sont les mêmes finalement, d'accord, mais avec ses vertus écologiques. Et puis 2, là où on a un peu twisté le truc aussi, c'est-à-dire on va vous le vendre d'une autre manière. Internet aujourd'hui, on peut pas s'affranchir d'Internet. Internet, c'est un moyen de communication, mais c'est un moyen de vente, c'est un moyen de communiquer. Et donc, on va aussi travailler sur ce média-là, et on va se créer de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on s'est créé, non pas avec des boutiques, comme le font la plupart des joailliers, mais avec une boutique qui va être Internet, une très grande boutique, avec ensuite un showroom. Mais le showroom, quelque part, il y a 200 ans, les joailliers, ils recevaient en showroom. Tu sais, ils recevaient à l'étage. Nous, on fait la même chose, on prend sur rendez-vous. Donc, voilà. Ce que je trouve très intéressant dans vos approches, et c'est ça que je trouve similaire, c'est que finalement, vous considérez l'audace comme l'opportunité d'être dans votre temps et de changer les choses pour être dans votre temps. Oui. Ça, c'est une notion, enfin, à vous écouter, je trouve que c'est une définition qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui sur ce principe-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui, pour vous, sont vraiment, vous avez en tête un nom d'une personne ou de plusieurs, qui ont fait des choses audacieuses? Oui, il y en a beaucoup. La première greffe cardiaque, par exemple, pour moi, ça c'est vraiment c'est audacieux. Dans le milieu de la création artistique, si on parle de Gabrielle Chanel, voilà, c'est des gens audacieux. Dans le monde de l'entreprise, je pense que c'est des prises de risque qui sont calculées. On va aller à la limite de la prise de risque possible. C'est en ça que la démarche peut être audacieuse. Mais je pense surtout que c'est des démarches innovantes. Voilà. C'est créer un nouveau service, s'adapter, devancer le marché, évidemment. Alors quand on a ce genre de démarche, on est toujours un peu dérangeant. Alors Manuel l'est dans son domaine. Nous, Bannière de Bigorre, on reste quand même un établissement thermal de petite taille, hein, puisqu'on est à 8600 curistes. Comparé au plus grand qui accueille 54 000 curistes à l'année, on est tout petit. Mais cette flexibilité nous permet de nous positionner différemment, d'apporter d'autres services. Et après, il y a aussi une notion de service médical rendu. C'est-à-dire que nous, ce qui fait notre force, c'est que nous sommes une SEM, donc une société d'économie mixte. Donc, nous n'avons pas d'objectif, je dirais, de rendu financier à nos actionnaires. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de nous développer, d'investir. Et en ça, ça nous permet peut-être de consacrer davantage de ressources à la qualité d'accueil et de prise en charge de nos patients, par rapport à des logiques purement économiques. Tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est important, c'est que dans nos démarches, finalement, on dérange un ordre établi. Oui. Et en quoi, finalement, ce que tu as initié au terme de Bannière dérange aujourd'hui ou change la donne? Parce qu'on est un petit établissement, mais pour autant, on parlait d'éco-responsabilité. On a quand même été le premier établissement thermal à mettre en place le recyclage de la boue par pasteurisation. Ça n'existait nulle part Comme en le beurre, France. pareil. Voilà, comme le beurre. On a été le premier établissement thermal à salarier un médecin thermal. Donc, voilà, c'est quand même des avancées importantes. Mais parce que c'était un besoin ou Alors, évidemment, parce que c'était un besoin. On a été les premiers donc, en 2018, puisque jusque-là, le statut de médecin thermal salarié n'existait pas. Donc, il a été validé en février et nous, dès le mois d'avril, on avait notre premier médecin thermal. Disons qu'on est petit, mais on est flexible, on est dynamique, on essaye de devancer. Et forcément, on peut déranger. On peut déranger. Alors l'un et l'autre, vous évoquez la dimension écologique, naturelle, l'ancrage au territoire aussi, oui. qui est finalement un élément important. Est-ce que c'est pour vous quelque chose, entre guillemets, d'audacieux que d'aller vers ça aujourd'hui? Est-ce que vous avez les clés sur chacun de vos domaines pour faire en sorte que finalement votre modèle économique s'inspire totalement de la dimension écologique? Je dirais que c'est à la fois une nécessité environnementale et une nécessité économique aussi, puisque quand on rentre dans une démarche écologique, nous par exemple on travaille avec une ressource naturelle, donc cette ressource naturelle, environnementalement, il faut la protéger, mais ensuite il faut aussi l'optimiser au maximum et l'utiliser pour réduire l'impact écologique. Donc nous, c'est un travail qu'on a mené avec nos équipes en interne et sur tous les fronts de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise l'eau thermale pour réchauffer les bassins, pour chauffer le bâtiment, on utilise l'eau thermale pour chauffer tout ce qui va être circuit de boue, etc. Donc on l'optimise au maximum et ça a généré des économies importantes sur des postes de dépenses significatives dans l'entreprise qui nous permettent
d'améliorer la productivité, la rentabilité et à nouveau d'investir soit en service patient, soit en investissement de modernisation pour l'entreprise. Donc c'est un cercle vertueux en fait. Donc finalement, il y a une vraie cohérence entre je développe une activité à caractère écologique et en même temps, je développe la rentabilité de mon entreprise. Oui, les deux sont liés, en tous les cas, dans notre activité, c'est intimement lié. Et quand on réduit une facture de gaz de 80% en utilisant la géothermie, sur un compte de résultat, c'est significatif. Quand on intègre une blanchisserie, qu'on réduit le coût également par 50% tout en limitant ces 21 000 km de moins par an, enfin bon, l'impact sur la facture carbone, il est énorme. Et sur le diamant, on a la même chose? La différence, c'est que nous, on s'est construit avec la volonté d'être écologique. Donc quelque part, c'est le premier prisme dans lequel tout passait. Donc il y a des choses que tu ne fais pas? Oui, puis il y a des choses plus chères à la limite. L'or recyclé est plus cher que de l'or classique. Mais les écrins, par exemple, les écrins, c'est cuir recyclé, c'est teinté bio, c'est fait en Bretagne, c'est plié en origami. Ça coûte beaucoup plus cher qu'un écrin que j'aurais fait en Chine, évidemment. Mais tu crées de l'emploi en faisant ça aussi? Je crée de l'emploi, puis par rapport à l'image que l'on veut, allons au bout du truc, quoi. Et j'ai envie de te dire, si cet écrin n'avait pas été beau, on se serait tourné vers autre chose. Mais on a réussi à le faire. Maintenant, c'est certainement plus facile de créer une entreprise comme nous on l'a fait, en partant de zéro, avec ces conditions-là, que de transformer une entreprise. Par contre, il y a aussi un domaine qu'on oublie, c'est que ça emporte ton équipe. Oui. Les équipes, quand tu as cette démarche-là, elles te suivent. C'est dans l'air du temps, on le voit, les jeunes, ils travaillent beaucoup plus collectivement sur des univers partagés. Je pense que ça, c'est un plus. La voie du développement de l'audace, c'est ça aussi. Alors justement, aujourd'hui, on est au Connecteur. Ce lieu a été pensé pour mettre en relation des personnes qui avaient envie d'entreprendre. Est-ce que vous pensez que cette initiative est une initiative audacieuse ? Est-ce qu'elle change les codes? Est-ce qu'elle change la donne? Et selon vous, qu'est-ce qu'elle peut apporter demain? Alors, audacieuse certainement, parce que quand on voit le projet, il est vraiment magnifique. Puis je trouve qu'on est un peu à la croisée des chemins. C'est un peu comme une tour de contrôle. Enfin, quand on est sur le rooftop, on a la mer, on a la montagne. Enfin, il y a vraiment une vue panoramique à 360. Donc déjà, le lieu a un positionnement significatif. Et au-delà de ça, quand on voit les espaces en fait, qui génèrent les échanges, les croisements, c'est un enjeu et c'est une voie de développement importante parce que progresser, c'est échanger. Je pense qu'il y a des entrepreneurs d'univers très différents du secteur d'activité, peut-être opposés, qui vont échanger. Et ça crée une synergie. Voilà. Moi, je crois que le développement vient de l'échange de synergie, de points de vue. Donc cet endroit, c'est vraiment un lieu de rencontre et je pense que c'est porteur de développement pour le territoire. Emmanuel, tu attendrais quelque chose de plus du Connecteur? Enfin, quel est ton regard déjà? Et puis, est-ce que tu t'es dit, mais pourquoi ne font-ils pas ça ou ça? Écoute, moi l'audace, c'est d'avoir vu une banque faire ça. Enfin, franchement, je trouve que c'est vrai. Non, mais franchement, je trouve ça c'est audacieux. Oui, on s'y attend pas. Hein. Ouais. Non, on s'y attend pas. Non, c'est vrai. Et à côté de ça, quand j'y réfléchis, je me dis, ok, elle est capable de faire ça, donc elle est capable de sortir peut-être de sa zone de confort quelque part. Et donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et finalement, de prendre des risques, là où on a l'impression qu'une banque ne prendra jamais de risques. C'est-à-dire que... Sauf qu'elle en prend tout le temps. Ouais. Après, moi, dans mon expérience, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec des rencontres. Et donc, quelque part, un lieu qui a pour but de faire rencontrer les gens me paraît juste une évidence. Très bien. Marie, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Manuel, merci également. Merci. Et puis, bonne continuation pour vos fabuleux projets. Merci beaucoup.